Je me souviens, c'était un soir à Abidjan. J'étais encore un jeune homme, têtu, rebelle, le cœur gonflé de rêves et de colère. Ce jour-là, je chantais seul dans ma chambre, quand ma mère a ouvert la porte. Elle m'a regardé en silence, puis elle a dit doucement « Tu ne sais pas encore ce que tu portes en toi. » Je n'ai rien répondu, mais cette phrase, elle m'a jamais quitté. Je m'appelle Alpha Blondy. Et voici mon histoire. Je suis né entre les racines de l'Afrique et les vents de la rébellion. J'ai traversé la douleur du rejet, la solitude de l'exil, la folie des hommes et mes propres tempêtes intérieures. J'ai connu la gloire, la prison, la foi, l'amour, la trahison, les cicatrices et les miracles. Mais à travers tout ça, je n'ai jamais posé le micro. Parce que pour moi, la musique, ce n'est pas un divertissement, c'est une mission. J'ai chanté contre la guerre, contre l'injustice, contre la haine. J'ai crié pour la paix, pour la vérité, pour l'Afrique. Et si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que mon combat n'est pas terminé. Bienvenue dans l'histoire vraie d'un enfant d'Abidjan devenu Kwasso, l'un des plus puissants messagers du reggae mondial. Pas un prophète, pas un héros, juste un homme libre qui a refusé de se taire. Je suis né le 1er janvier 1953 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Mon vrai nom, que peu de gens connaissent vraiment, c'est Seydou Koné. Mon père, musulman, et ma mère, chrétienne, formaient un couple pas très commun à l'époque. Cette double identité religieuse m'a marqué très tôt. Chez moi, on apprenait à prier Allah, mais aussi à respecter Jésus. J'ai grandi entre deux mondes, deux courants, deux vérités, et j'ai compris très jeune que la foi, ce n'est pas une prison, c'est un chemin. J'ai passé une bonne partie de mon enfance chez ma grand-mère, à Odiéné, dans le nord-ouest du pays. Elle était stricte, mais remplie de sagesse. Elle m'appelait souvent Blondie, un surnom affectueux. C'est d'elle que j'ai hérité une grande partie de ma force intérieure. Elle m'a appris à me battre, à me taire quand il faut, et à parler fort quand c'est nécessaire. C'est là, dans ces terres profondes, que j'ai entendu les premiers tambours, les premiers chants. C'est là aussi que j'ai appris à observer la souffrance du peuple, les injustices silencieuses qu'on cache sous le tapis de la tradition. À l'école, j'étais un garçon turbulent. Je ne supportais pas l'autorité injuste. J'ai souvent été renvoyé, puni, incompris. Mais j'avais une voix, une flamme que rien ne pouvait éteindre. Je chantais déjà. Pas pour faire joli, mais pour exprimer ce que j'avais dans le ventre. J'écrivais des bouts de texte dans des cahiers que je planquais sous mon lit. Des mots simples, mais lourds de colère ou d'espoir. Je ne savais pas encore que ces mots allaient traverser les océans. Quand j'étais adolescent, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la France, puis les États-Unis. J'étais en quête de liberté, de savoir, mais aussi de réponse. Là-bas, j'ai découvert la musique reggae. Bob Marley m'est tombé dessus comme une révélation. Ce que lui disait, c'était exactement ce que moi je voulais dire. Dénoncer l'oppression, appeler à la paix, parler pour ceux qui n'ont pas de micro. J'ai senti que j'avais trouvé ma voie, ma mission. Mais rien n'a été facile. À New York, j'ai vécu la galère, les petits boulots, l'errance, la solitude. J'ai connu les bancs de l'université, mais aussi les bancs du métro, la faim, l'exil. Un jour, j'ai même été interné dans un hôpital psychiatrique. C'est dur à raconter, mais c'est la vérité. Ce passage-là, il m'a brisé, puis il m'a reconstruit. J'ai compris que si je survivais à ça, plus rien ne pouvait m'arrêter. Je suis revenu en Côte d'Ivoire avec une rage nouvelle, une rage belle, une rage musicale. J'étais prêt à faire entendre ma voix, prêt à réveiller les consciences, prêt à devenir celui que le monde allait appeler Alpha Blondy. Quand j'ai mis les pieds à New York au début des années 1970, je croyais partir à la conquête du monde. J'étais jeune, rempli d'énergie, de rêves et de colère. J'étais venu pour étudier l'anglais à la Columbia University, puis plus tard à la Hunter College. Mais très vite, j'ai compris que cette ville allait m'enseigner bien plus que la grammaire et les conjugaisons. Elle allait me briser pour mieux me révéler. La première fois que j'ai entendu Bob Marley, c'était dans un petit club du Bronx. Je me souviens encore du choc.
Ce n'était pas juste de la musique, c'était une claque spirituelle, un appel à la révolte et à la justice. Il chantait ce que je ressentais au fond de moi depuis toujours, mais que je n'arrivais pas encore à exprimer. Get up, stand up n'était pas juste un refrain. C'était une consigne de vie. Marley n'était pas un chanteur. C'était un prophète, et moi, j'étais son élève. Je me suis mis à écouter du reggae jour et nuit. Burning Spear, Peter Tosh, Culture. Cette musique-là parlait à mon âme. Elle venait de la Jamaïque, mais elle vibrait comme si elle était née dans la savane d'Odiéné. Elle parlait d'Afrique, de décolonisation, de combat spirituel, et surtout, elle n'était pas hypocrite. Elle disait la vérité, sans filtre, sans peur. Mais la vie à New York n'était pas tendre avec moi. Loin de ma famille, isolé, j'ai dû faire face à la précarité. J'ai enchaîné les petits boulots, plongeur dans un restaurant, coursier, parfois même sans papier. J'ai connu la faim, le froid, l'injustice. Et puis, il y a eu ce moment que je n'oublierai jamais. J'ai eu une crise. Certains disent une crise de foi, d'autres une crise psychique. Moi, je pense que c'était une explosion intérieure. Trop de douleur, trop de silence accumulé. Je me suis retrouvé interné dans un hôpital psychiatrique. Seul, perdu, brisé. Les murs étaient en blanc, les couloirs glacés, et le personnel parlait un anglais que je comprenais à moitié. J'avais l'impression qu'on essayait d'éteindre la voix en moi. Mais au fond de cette détresse, une lumière a continué à brûler. La musique, le reggae. Même sans guitare, même sans studio, je chantais dans ma tête. J'écrivais des chansons imaginaires sur les murs de ma cellule. Ce passage m'a transformé. Il m'a appris l'humilité, la patience et surtout la force de renaître. Quand je suis sorti, j'ai pris une décision. Je rentrerai en Côte d'Ivoire. Mais je ne rentrerai pas comme avant. Je rentrerai avec un message, avec une mission. Je voulais être le Bob Marley africain, mais pas une copie. Je voulais que ma voix porte l'âme de mon peuple, nos douleurs, nos combats, nos espoirs. En 1979, je suis rentré au pays. Et là, tout allait commencer. À Abidjan, j'ai recommencé de zéro. Je fréquentais les radios, je parlais de reggae dans les rues, et surtout, j'écrivais. Chaque nuit, j'écrivais des textes brûlants, entre politique, spiritualité et humour. Je ne voulais pas faire danser les gens, je voulais les réveiller. Et un jour, tout a basculé. J'ai rencontré George Tai Benson, un grand monsieur de la radio ivoirienne. Je suis allé dans son bureau, j'ai insisté, j'ai crié presque, et il m'a donné ma chance. Il m'a fait enregistrer un live dans l'émission DCA Première Chance. Le morceau s'appelait Brigadier Sabari, une chanson qui racontait une bavure policière que j'avais subie moi-même. Quand le public l'a entendu, c'était fini. L'Afrique venait de rencontrer Alpha Blondy. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. 1980. J'étais à Abidjan, sans maison fixe, sans argent, avec seulement une guitare, quelques chansons griffonnées dans un cahier et une rage bouillonnante dans le ventre. Une rage contre l'injustice, contre l'abus d'autorité, contre cette société où les policiers cognaient d'abord et posaient les questions ensuite. Ce jour-là, j'étais descendu au marché de Treichville. Une patrouille m'a arrêté. Un contrôle, banal au départ. Mais j'ai eu le malheur d'ouvrir la bouche, de demander calmement pourquoi on me bousculait. Ils ne l'ont pas supporté. Ils m'ont frappé, traîné au poste. Là-bas, un brigadier m'a roué de coups, sans raison, juste pour me faire taire. J'étais humilié, écœuré, mais je n'ai pas pleuré. J'ai tout enregistré dans ma tête. Et cette douleur, je l'ai transformée en chanson. J'ai écrit « Brigadier Sabari » le soir même. Sabari en dioula, ça veut dire « pardon ». Mais dans ma bouche, c'était un cri de révolte. Un pardon qui claque comme une gifle. Je n'avais ni producteur, ni studio, ni soutien. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir un homme qui allait changer ma vie. George Tai Benson, le grand animateur de la RTI. Je suis resté des heures devant son bureau à Cocody. J'ai attendu, supplié. Je savais que si je pouvais juste chanter une fois à la radio, les choses allaient bouger. Finalement, il m'a reçu. Je lui ai chanté « Brigadier Sabari », en direct, sans musique, juste avec mon cœur et ma voix. Il a souri, puis il m'a dit « Toi, tu es fou, mais tu es vrai.
On va te mettre à l'antenne. » Et là, tout a explosé. Le public a réagi comme une traînée de poudre. Jamais une chanson aussi crue, aussi directe, n'avait été chantée dans notre langue, le dioula, et diffusée sur les ondes nationales. C'était la première fois que quelqu'un parlait sans détour de la brutalité policière dans un pays où on n'osait même pas critiquer le chef de quartier. Les gens appelaient la radio pour dire « Qui est ce gars-là ? Remettez la chanson !» Et mon nom a commencé à circuler dans les rues d'Abidjan, Alpha Blondy. Avec l'aide de Ty Benson, j'ai pu enregistrer mon premier album goth qui portera le nom de Jah Glory, sorti en 1982. Le titre même était un manifeste, la gloire de Jah, c'est-à-dire de Dieu, de la vérité, de la justice. Sur cet album, il y avait bien sûr Brigadier Sabari, mais aussi Cocody Rock, Jean Ma, Bintu Where, des chansons mêlant dioula, baoulé, français, anglais, parce que je voulais parler à toute l'Afrique, à tous les opprimés, pas seulement à un peuple. L'album a été un raz-de-marée. Sans maison de disques au départ, il s'est répandu comme un feu de brousse. À Abidjan, on me reconnaissait dans la rue. Les radios pirates le diffusaient en boucle. Même des chauffeurs de taxi mettaient le volume à fond quand Brigadier Sabari passait. Et ce n'était que le début. Ce succès, je ne l'ai pas volé. Je l'ai arraché avec la sueur, avec mes larmes, avec ma foi. Je n'avais pas de stratégie marketing. J'avais la vérité, et ça, les gens le sentent. J'étais un fou, peut-être. Mais j'étais un fou qui disait tout haut ce que tout le monde murmurait tout bas. Avec Jah Glory, je venais de naître une deuxième fois. Pas Seydou Koné, mais Alpha Blondy, le messager, le Rasta d'Afrique de l'Ouest, celui qui allait bientôt chanter à Jérusalem, à Paris, à Ouaga, à Kinshasa. Mais à ce moment-là, en 1982, j'étais juste un jeune Ivoirien qui chantait pour ne pas exploser, pour ne pas sombrer, pour réveiller les autres. Et maintenant que ma voix avait été entendue, je n'étais plus prêt à me taire. Quand Jah Glory est sorti en 1982, je ne m'attendais pas à ce qu'il déclenche un tel raz-de-marée. Les radios africaines l'ont adopté. Les rues d'Abidjan vibraient au son de mes paroles. Mais très vite, ce n'était plus seulement l'Afrique de l'Ouest qui m'écoutait. Quelque chose de plus grand se préparait. Une voix de l'Afrique allait résonner sur les scènes du monde. Et cette voix, c'était la mienne. Après le succès de Brigadier Sabari, tout s'est accéléré. Je faisais des concerts à guichets fermés, les festivals me contactaient, les journalistes voulaient comprendre d'où venait ce rastaman africain qui chantait en dioula, en anglais, en français, et qui, surtout, disait des vérités. Moi, je ne calculais pas. Je restais fidèle à ce qui m'habitait. Dieu, justice, paix. En 1984, j'ai franchi une étape décisive. J'ai été repéré par Pathé Marconi, un label important à Paris. Ils m'ont proposé de produire un nouvel album. Je suis monté dans l'avion avec ma guitare et mon feu intérieur, direction la capitale du showbiz européen. Mais je savais une chose. Je n'allais pas me perdre dans le système. Je n'étais pas là pour faire plaisir aux maisons de disques. J'étais là pour délivrer mon message. C'est dans ce contexte qu'est né Cocody Rock, l'un de mes albums les plus emblématiques. Et cette fois, j'ai voulu frapper fort. J'ai été jusqu'à la Jamaïque, le berceau du reggae, pour enregistrer avec les Wailers Calm, le groupe mythique de Bob Marley. Quelle émotion, mon frère, entrer dans le studio Tuff Gong à Kingston, voir les instruments de Marley, rencontrer Tyrone Downey, Earl, China, Smith, Aston, Family Man, Barrett. C'était comme toucher la légende du doigt. Cocody Rock. C'était un pont entre Abidjan et Kingston, une fusion entre l'Afrique et la Caraïbe. La chanson racontait l'atmosphère électrique du quartier de Cocody à Abidjan. Mais derrière l'ambiance festive, il y avait toujours ce message caché. Même dans la joie, l'Afrique doit rester lucide, éveillée. Mais je ne voulais pas m'arrêter à la danse. J'avais des choses à dire. Le monde était en feu. En Afrique du Sud, l'apartheid broyait des vies, séparait des familles, enfermait des leaders. J'ai écrit une chanson qui allait faire trembler bien des gouvernements. Apartheid is nazisme. C'était un cri, une accusation directe, une comparaison volontairement choquante. Ce que faisaient les Blancs en Afrique du Sud,
C'était du nazisme à l'africaine. Je me souviens que certains m'ont conseillé de ne pas sortir cette chanson. Trop politique, trop radicale. Elle risquait de m'attirer des ennuis. Mais moi, je n'ai jamais chanté pour être tranquille. J'ai chanté pour que les consciences s'ouvrent. Quand l'album est sorti, avec ce titre en pleine face, ça a fait l'effet d'une bombe. Le morceau a été banni dans plusieurs pays. Mais il a aussi été repris par des radios militantes, des étudiants, des ONG. Je recevais des lettres de soutien de Soweto, de Londres, de Paris. Des militants me disaient « Ta voix, c'est la nôtre ». Même Nelson Mandela, dans ses années de prison, avait entendu parler de cette chanson. C'est ce qu'on m'a dit bien plus tard, et j'en ai pleuré. Ces années-là, entre 1984 et 1986, ont été les plus intenses de ma vie. Je passais d'un studio à un avion, d'un festival à une interview. La France m'ouvrait ses portes, mais je restais fidèle à l'Afrique. Je chantais à Dakar, à Bamako, à Cotonou. Les foules scandaient mon nom. Je n'étais plus juste une star. J'étais devenu un porte-voix. Mais ce succès n'a jamais changé l'essence de mon combat. J'étais toujours ce fou de Dieu, ce rasta croyant, ce griot électrique. J'ai refusé les compromissions, les flatteries politiques. Même quand certains chefs d'État me faisaient appeler, je restais droit. Parce que la musique, pour moi, c'est une arme spirituelle. Et j'étais en guerre contre l'injustice. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Mais dans mon cas, elle faisait aussi grincer des dents, surtout chez ceux qui gouvernaient sans écouter. Parce que moi, je n'ai jamais su me taire quand je voyais l'injustice. J'étais incapable de faire semblant. Quand quelque chose me révoltait, je le chantais. Et quand on me censurait, je chantais plus fort. La Côte d'Ivoire, dans les années 80, c'était un pays fragile. Officiellement, tout allait bien. Le président Félix Houphouët-Boigny régnait depuis 1960. C'était le vieux, respecté, craint, parfois vénéré. Mais derrière les beaux discours, le peuple souffrait. La jeunesse était désabusée. Le chômage montait. Les policiers contrôlaient au faciès. Et la corruption gangrenait les institutions. Moi, j'observais tout ça. Et je bouillonnais. En 1985, j'ai sorti l'album Apartheid is Nazism, avec des titres comme Come Back Jesus, Blessed is the Man, Jérusalem, mais aussi un morceau qui allait déclencher une véritable tempête, Politiki. C'était une chanson simple, directe, tranchante. Elle dénonçait les mensonges des politiciens, leur hypocrisie, leur soif de pouvoir, leur mépris du peuple. Et je ne mâchais pas mes mots. Dans Politiki, je chantais Politiki, voleur, menteur, manipulateur. Tu promets des routes, tu construis des prisons. Tu manges pour toi, tu prêches pour moi. Ce n'était pas une attaque contre un homme en particulier, mais contre un système. Pourtant, à Abidjan, tout le monde a compris que je parlais du régime. Et en quelques jours, j'ai été interdit d'antenne à la RT Afkik. Mes concerts ont été bloqués. Des proches m'ont conseillé de quitter le pays pour ma sécurité. Je ne voulais pas partir, mais j'ai fini par m'exiler un temps à Paris. Là-bas, je donnais des concerts, des interviews, et je disais la vérité, que mon pays allait mal, que le peuple avait faim, que les dirigeants s'étaient coupés du réel, et qu'en tant qu'artiste, je refusais d'être complice. Tu sais, ce n'est pas facile d'être un chanteur engagé en Afrique. Tu es vu comme un danger, pas parce que tu portes une arme, mais parce que tu réveilles les consciences. Moi, ma seule arme, c'était ma voix, mais elle suffisait à faire peur. À Paris, j'ai travaillé sur un autre album explosif. Révolution, sorti en 1987. Encore une fois, je mettais les pieds dans le plat. Je parlais d'amour, oui, mais aussi de guerre, de trahison politique, de mensonges d'État. Le titre « Ja Houphouët » en particulier a beaucoup fait parler. Certains y ont vu une insulte au président. Moi, j'ai toujours dit, c'était un appel à la sagesse. Un cri pour qu'il entende la souffrance du peuple avant qu'il ne soit trop tard. En 1989, la tension a atteint son comble. Je suis revenu à Abidjan pour un concert. L'aéroport était sous surveillance. Les autorités voulaient annuler l'événement. Mais la foule était là, immense. Des jeunes, des anciens, des familles entières. Tous venus écouter celui qui osait dire ce que personne n'osait dire.
Sur scène, j'ai pris le micro et j'ai dit « Je ne suis contre personne, je suis pour la vérité. Si ça dérange, tant mieux. » Et j'ai chanté « Politiki » devant des milliers de personnes comme un acte de défiance mais aussi d'amour pour mon peuple. Cette période a été éprouvante. J'étais surveillé, menacé, censuré. J'ai connu des moments de solitude, de doute. Mais jamais je n'ai regretté, parce que chaque mot que j'ai chanté venait de mes tripes. Et je savais que je n'étais pas seul. Dans chaque quartier d'Abidjan, de Bouaké, de Korogo, des jeunes m'écoutaient, comprenaient, partageaient cette douleur et cette rage. J'étais leur voix, et je n'avais pas le droit de me taire. Je ne suis pas né Rasta. Je ne suis pas né prophète. Mais très tôt, j'ai senti en moi une force, une lumière, une voix intérieure qui me disait « Ta mission ne se limite pas à chanter. » Et cette voix, je l'ai reconnue dans toutes les religions. Pas dans les dogmes, pas dans les murs des églises ou des mosquées, mais dans ce souffle de paix et d'amour qui traverse les âmes. Ma mère était musulmane. Elle priait 5 fois par jour, lisait le Coran, invoquait Allah avec une ferveur paisible. Mon père, lui, était chrétien. Il allait à l'église, chantait les psaumes, parlait de Jésus comme d'un ami. Moi, j'étais au milieu. Enfant, je priais à la mosquée, puis j'allais au catéchisme. Et je ne voyais pas de contradiction. Je voyais des ponts. Plus tard, en Amérique, j'ai découvert le rastafarisme. Pas seulement comme une religion, mais comme une philosophie. Une révolte spirituelle contre l'esclavage, l'oppression, la perte d'identité. Quand j'ai vu les Rastas prier Jah, chanter leur foi, vivre en harmonie avec la nature, refuser Babylone, j'ai compris que leur combat était aussi le mien. Mais je ne suis jamais devenu un Rasta classique. Je n'ai jamais dit que Haïlé Sélassié était Dieu. Je respectais son rôle historique, mais pour moi, Dieu est plus grand que tout. Il est partout, dans Allah, dans Jésus, dans Jah, et c'est cette foi universelle, ouverte, qui a nourri mes chansons. Quand j'ai écrit « Jérusalem », c'était un cri pour la paix entre les fils d'Abraham. Ce morceau, je l'ai enregistré en 1986, en pleine guerre entre Israéliens et Palestiniens. J'ai chanté en arabe, en hébreu, en anglais. Je disais simplement « Asseyons-nous, parlons, prions ensemble ». Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu au visage multiple. Certains m'ont critiqué. On m'a accusé de syncrétisme, d'hérésie. Mais moi, je ne cherche pas à plaire aux prêtres ni aux imams. Je parle avec mon cœur. Je vis ma foi dans la sincérité. Je lis le Coran, je lis la Bible, je médite avec les Rastas. Je jeûne pendant le Ramadan, je prie le Notre Père. Et dans tout cela, je me sens libre. La spiritualité, pour moi, ce n'est pas une obligation. C'est une respiration. C'est ce qui m'a sauvé dans les moments sombres. Quand j'ai frôlé la folie. Quand la célébrité m'a étourdi. Quand la politique m'a mis en danger, j'ai toujours trouvé refuge en Dieu. Pas dans les institutions, mais dans ce dialogue intérieur avec le divin. C'est cette quête qui m'a poussé à écrire des titres comme « Come back, Jesus »,« God is one »,« Heal me » ou encore « Peace in Liberia ». À chaque fois, je mêlais le spirituel et le social, parce qu'on ne peut pas séparer la foi du monde. Si tu crois vraiment, alors tu dois défendre la paix, la justice, la vérité. Je ne suis pas un saint. J'ai mes faiblesses. J'ai péché, j'ai douté, j'ai parfois eu le cœur sec. Mais jamais je n'ai abandonné ma quête. Et je crois que c'est pour ça que mes chansons touchent les gens. Parce qu'elles ne viennent pas d'un dogme. Elles viennent d'un homme qui cherche Dieu dans la douleur, dans la joie, dans l'engagement. Je suis un pont vivant entre les religions, entre les continents, entre les cultures. Et ce pont, je continue à le bâtir avec chaque mot que je chante, chaque prière que je souffle dans le micro. Que tu sois chrétien, musulman, rasta, athée même. Si tu écoutes bien, tu entendras dans ma voix un appel universel à la lumière. Les gens voient Alpha Blondy, la légende, le chanteur de reggae engagé. Mais derrière les projecteurs, il y a Daïe Seydou Koné, un homme comme les autres. Un homme qui a aimé, souffert, trahi, été trahi. Un homme qui a connu la solitude, la dépression, la peur de perdre pied. C'est cette part-là de moi que je vais te raconter maintenant. Celle qu'on cache souvent.
celle qui fait le plus mal, mais aussi celle qui m'a rendu vrai. Quand tu deviens célèbre très vite, tu te rends compte que l'amour est compliqué. Qui t'aime pour toi et qui t'aime pour ta lumière. J'ai connu des femmes merveilleuses, mais j'ai aussi fait des erreurs. J'ai blessé des cœurs, parfois sans le vouloir, parfois parce que je me battais moi-même contre mes démons. Ma première grande histoire d'amour remonte aux années 80, quand j'étais encore ce jeune rêveur tout feu, tout flamme. Mais avec la célébrité sont venues les tournées, les tentations, les excès. Loin de mes racines, j'ai commencé à me perdre. Je buvais trop, je sortais trop. Et un jour, j'ai vu cette femme que j'aimais tant me regarder avec des larmes dans les yeux. Et je ne savais plus qui j'étais. J'ai eu plusieurs enfants. De plusieurs femmes différentes. Ce n'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier. Pas parce que j'ai honte d'eux, au contraire, ce sont mes trésors. Mais parce que je n'ai pas toujours été là comme un père doit l'être. Il y a eu des années où j'étais trop pris par mes concerts, trop absorbé par ma lutte, ou trop enfermé dans mes douleurs pour être un bon papa. Mais aujourd'hui, j'ai fait la paix avec eux. Je leur ai demandé pardon. Je leur ai ouvert mon cœur. Et je continue de me battre pour être un père digne, présent, aimant. L'une des périodes les plus dures de ma vie a été dans les années 90. À cette époque, je souriais sur scène, mais à l'intérieur, j'étais brisé. Je faisais des crises, je pleurais sans raison, j'avais des angoisses terribles. On a fini par me diagnostiquer des troubles bipolaires, une maladie mentale. Ce mot-là, en Afrique, il fait peur. On se tait, on cache. Mais moi, j'ai décidé d'en parler. Parce que oui, j'ai été interné. Oui, j'ai suivi des traitements. Oui, j'ai touché le fond. Mais j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je veux dire à tous ceux qui souffrent, vous n'êtes pas seuls. La maladie mentale, ce n'est pas une honte. C'est une bataille. Et elle peut se gagner. Il m'a fallu du temps pour retrouver un équilibre. Ce qui m'a sauvé, c'est la foi, mes enfants, ma musique. Et une femme exceptionnelle, Aïcha. Elle est entrée dans ma vie comme une bénédiction. Une femme forte, intelligente, spirituelle. Elle m'a aimé tel que je suis, avec mes cicatrices, mes erreurs, mes silences. En 2020, je l'ai épousée. Et j'ai senti, pour la première fois peut-être, une paix intérieure profonde. Dans ma vie personnelle, j'ai appris que l'amour demande de la patience. Que la liberté ne veut pas dire fuir. Que vieillir, c'est aussi apprendre à réparer ce qu'on a cassé. Et surtout, que l'homme ne vaut pas seulement par ce qu'il crée, mais par ce qu'il transmet à ceux qu'il aime. Aujourd'hui, mes enfants sont grands. Certains vivent en Europe, d'autres en Afrique. Je suis fier d'eux. Et même si j'ai parfois raté des chapitres, je veux être là pour le reste du livre. Leur dire que leur père, malgré toutes ses errances, a toujours voulu le bien. Et qu'au fond, tout ce que j'ai chanté, c'était aussi pour eux. Tu vois, derrière les dreadlocks et les messages politiques, il y a un cœur fragile. Un homme qui a longtemps porté ses blessures en silence, mais qui aujourd'hui n'a plus peur de dire « Je suis tombé, oui, mais je me suis relevé, et je marche encore. » Je suis parti longtemps. Physiquement, oui, mais aussi mentalement. L'exil, ce n'est pas seulement vivre ailleurs, c'est porter la distance en soi. Pendant des années, j'ai chanté le nom de l'Afrique depuis les scènes de Paris, de New York, de Londres. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette envie de revenir. Pas pour la gloire, pour la guérison. La Côte d'Ivoire, mon pays, ma terre, mon sang, a connu des blessures profondes. Quand la guerre civile a éclaté dans les années 2000, j'ai eu mal, très mal. Voir des frères s'entretuer, des quartiers brûlés, des familles fuir, c'était insupportable. Et je me suis posé cette question. À quoi sert de chanter la paix si on ne la défend pas chez soi? Alors, j'ai pris mon courage, j'ai pris ma voix, et je suis revenu. J'ai commencé à parler, à aller partout, dans les universités, dans les prisons, dans les quartiers populaires. Je ne suis pas venu faire la morale. Je suis venu dire, on peut être différent sans être ennemi, on peut s'opposer sans se tuer, on peut pardonner sans oublier. J'ai dit ça dans mes chansons, dans mes interviews,
dans les mosquées, dans les églises, même au palais présidentiel. Beaucoup se demandaient, Alpha est-il du côté du pouvoir, de l'opposition? Non. Moi, je suis quand du côté du peuple. Du côté de ceux qu'on n'écoute jamais. Du côté des jeunes qui veulent vivre dignement. Du côté des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Du côté des anciens qui prient pour que leurs petits-enfants grandissent en paix. En 2007, quand j'ai sorti la chanson « Peace in Liberia », ce n'était pas seulement pour ce pays, frère. C'était aussi un appel déguisé pour toute l'Afrique de l'Ouest. Je disais « Arrêtons le feu, réapprenons à nous parler, réapprenons à être humains ». Dans les années qui ont suivi, j'ai multiplié les initiatives en Côte d'Ivoire. J'ai créé des fondations, j'ai soutenu des jeunes artistes, j'ai offert des bourses, financé des écoles, organisé des concerts gratuits. J'ai compris que le vrai combat ne se gagne pas seulement dans les studios, mais sur le terrain. J'ai aussi été nommé ambassadeur de la paix par les Nations Unies. Tu sais, ce n'est pas un titre qui m'a flatté, c'est une mission, une responsabilité, parce que je connais la haine, je connais la folie des armes, mais je sais aussi que la musique est plus puissante qu'une Kalachnikov. Elle peut désarmer les cœurs. Un jour, en 2012, un jeune m'a abordé à Abobo. Il m'a dit « Tonton Alpha, j'étais un milicien. J'ai failli tuer, mais j'ai écouté ta chanson « Brigadier Sabari » et j'ai pleuré. J'ai compris que ce n'était pas ça, ma vie. » Ce jour-là, j'ai su que ma voix avait un sens. Mais attention, je ne suis pas un ange. J'ai aussi dû me battre contre mes propres colères, contre l'envie de tout laisser tomber. Il y a eu des moments où j'ai douté de l'utilité de mes paroles, mais chaque fois, un regard, un message, une main tendue me rappelait « Alpha, tu n'as pas le droit d'abandonner. » Aujourd'hui, je suis vu comme un vieux sage dans mon pays. Les jeunes me saluent avec respect, les chefs d'État me consultent, les anciens me bénissent. Ce n'est pas de la vanité. C'est le fruit d'un parcours honnête, d'un homme qui n'a jamais trahi sa vérité, même quand ça lui a coûté cher. Mais je ne suis pas encore à la retraite. Mon micro est toujours là. Mon cœur bat toujours au rythme de la Côte d'Ivoire. Et tant qu'il y aura des injustices, tant qu'il y aura des divisions, tant que les jeunes manqueront de repères, je chanterai encore. Car au fond, ce pays ne m'a jamais quitté. Même dans mes moments d'exil, il battait en moi comme une tambour invisible. Et maintenant que je suis revenu, je veux lui offrir le meilleur de ce qu'il reste de moi. Quand je regarde derrière moi, je vois un long chemin. Un chemin fait de musique, de lutte, d'amour, de chute et de renaissance. Je vois un homme qui a tout donné, parfois trop, parfois mal, mais toujours avec sincérité. Et aujourd'hui, avec les années qui pèsent sur mes épaules, je commence à parler au temps. Je le regarde droit dans les yeux. Je ne le crains pas, je lui parle comme à un frère. Vieillir, ce n'est pas une malédiction, c'est un privilège. Beaucoup de mes frères sont partis avant moi. Lucky Dube, Bob Marley, Jacob Desvarieux. Ils ont laissé des silences derrière eux. Moi, je suis encore là. Alors je prends chaque jour comme un cadeau. Chaque lever de soleil est une bénédiction. Et chaque concert, chaque chanson, chaque échange avec un jeune, c'est une victoire contre l'oubli. Ces dernières années, j'ai continué à faire ce que je sais faire, chanter pour éveiller. En 2015, j'ai sorti Positive Energy, un album plein de lumière où je parle d'amour, d'Afrique, de paix, mais aussi d'espoir. Le morceau Freedom, que j'ai chanté avec Idjaman Levy, c'était mon cri de cœur pour dire que la liberté, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. En 2022, j'ai sorti un autre album, Eternity. Ce titre, ce n'est pas un hasard, il résume tout ce que je ressens. Parce que je sais que mon corps est temporaire, mais mes paroles, mes messages, ma musique, elles peuvent durer bien au-delà de moi. Cet album, c'était ma manière de parler au futur, de dire aux générations qui viendront, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai compris, voici ce que je vous laisse. Je continue aussi de m'investir sur le terrain. J'ai renforcé ma Troy Fondation Alpha Blondie. On y soutient des jeunes musiciens, on organise des actions sociales, on accompagne des projets éducatifs. Je veux que mes combats ne soient pas seulement des sons dans les enceintes, mais des actes dans la vraie vie. Tu sais, plus le temps passe,
plus je me sens spirituel. Je ne parle pas de religion figée, je parle de connexion avec l'invisible, avec Dieu, avec les ancêtres, avec cette énergie qui nous guide. J'ai toujours été un mélange, chrétien par naissance, musulman par culture, rastafari par conviction. Et aujourd'hui, je crois que ce mélange est une force. Il me donne une paix intérieure que je n'avais pas à 20 ans. Je médite, je prie, je ris avec mes enfants, je cultive la terre, j'écoute le silence. Et parfois, je pleure aussi, parce qu'un vieux lion a le droit de pleurer. Pas de tristesse, non, de gratitude, parce que malgré toutes les tempêtes, je suis encore debout. Les jeunes me demandent souvent « Alpha, que veux-tu qu'on retienne de toi ?» Et je leur réponds simplement « Retenez que j'ai aimé mon peuple, aimé la vérité, aimé la vie. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a refusé de se taire. Un homme qui a utilisé la musique comme une machette pour ouvrir un chemin dans la forêt de l'indifférence. Et si, un jour, mon nom s'efface, mais que mes messages vivent encore, alors j'aurai gagné. Je ne cherche pas la postérité. Je cherche la transmission. Et tant qu'un jeune Africain, quelque part, se lèvera avec courage en se disant « Je peux changer les choses », alors je serai là. Même si je ne suis plus là. Parce qu'un esprit libre ne meurt jamais. Il devient un souffle. Et ce souffle, je le laisse dans chaque note de guitare, chaque battement de basse, chaque vibration de reggae. Je suis Alpha Blondy, fils d'Afrique, soldat de la paix. Et je continue de marcher. Pas pour moi, pour ceux qui viendront après. Je sais qu'un jour je partirai. Pas parce que je suis malade, pas parce que j'ai peur. Non, juste parce que c'est la loi de la vie. Tout ce qui naît doit s'éteindre un jour. Même les étoiles. Même les arbres les plus solides. Même les voix les plus fortes. Mais tu sais quoi? Ça ne m'effraie pas. Depuis longtemps, j'ai fait la paix avec cette idée. La mort, ce n'est pas une fin. C'est un passage. Un retour. Un rendez-vous avec les ancêtres. Un voyage sans valise. Sans billet, mais plein de sens. Quand je pense à ma mort, je pense surtout à ce que je laisserai derrière moi. Pas en argent, pas en maison, pas en voiture. Je parle d'empreintes. D'empreintes dans les cœurs, dans les consciences, dans les chansons. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un homme qui a parlé vrai. Qui a eu peur parfois, mais qui a chanté quand même. Qui a pleuré en secret, mais qui a souri en public. Qui a chuté, mais qui s'est toujours relevé. Qui n'a pas été parfait, mais qui a été sincère. Si un jour tu entends quelqu'un dire « Grâce à Alpha Blondy, j'ai compris que ma voix comptait » ou « Grâce à lui, j'ai appris que l'Afrique est belle, digne, fière et qu'elle mérite le respect » ou même juste « Ces chansons m'ont aidé à traverser la nuit, alors je serai là. » Dans ce souvenir, dans cette phrase, dans cette lumière. Je ne veux pas de statue, je ne veux pas de mausolée. Je veux juste qu'on écoute ma musique avec l'âme, qu'on entende, derrière les basses et les percussions, le cri d'un homme libre. Quand je serai parti, je sais que certains me critiqueront encore, d'autres me glorifieront. C'est normal, c'est le destin de ceux qui prennent la parole. On n'est jamais aimé de tout le monde, et je n'ai jamais cherché à plaire à tout le monde. Mais j'espère qu'on se dira, ce vieux-là, il a osé. Il a parlé quand d'autres se taisaient. Il a chanté la paix au milieu de la guerre. Il a dit non à la haine, même quand la haine faisait la loi. J'ai écrit ma vie comme une chanson, avec des couplets de douleur, des refrains de joie, des silences pleins de sens. Et comme toute chanson, elle aura une dernière note. Mais cette note, je veux qu'elle résonne. Loin, très loin. Je veux que mes petits-enfants et les enfants de leurs enfants puissent entendre dans ma musique une invitation. Sois fier de qui tu es, sois courageux, sois vrai, et n'aie jamais honte d'être africain. Alors, quand je ne serai plus là, allume une bougie, mets un de mes disques, ferme les yeux et danse. Danse comme si j'étais encore là, parce que je le serai. Je suis Alpha Blondy, et je ne meurs pas. Je me transforme. Merci du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si tu es encore là,
c'est que quelque chose en toi a vibré avec mes mots, avec mes luttes, avec mes chansons. Et ça veut dire que le message est passé, que l'esprit continue de circuler. Je ne suis qu'un maillon dans la grande chaîne des voix africaines qui refusent l'oubli. Et si tu veux continuer à découvrir ces histoires vraies, profondes, humaines, alors abonne-toi à la chaîne Histoire et Patrimoine africain. Ici, on ne raconte pas des légendes, on donne la parole à ceux qui ont marqué notre continent, des voix qui dérangent parfois, des voix qui inspirent toujours. Alors rejoins-nous, partage cette vidéo si elle t'a touché, et n'oublie jamais, l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être racontée. À très bientôt pour une nouvelle histoire. One Love.